Bonjour, je m'appelle Camille Charon-Bigra. Et moi, Marie-Ève Dupuis. On est toutes deux orthopédagogues au service à la vie étudiante de l'Université de Montréal et on a eu envie de vous partager les témoignages de personnes étudiantes, leurs défis, leurs stratégies et leurs résultats. Bienvenue à Entre deux cours, un balado auquel vous pourrez vous identifier et qui pourra vous inspirer. Bonne écoute! Bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie d'Adolphe pour aborder la rédaction. Bonjour Adolphe! Oui, bonjour Marie-Ève. Je suis étudiant au doctorat en sociologie. Oui. Est-ce que, Adolphe, tu as toujours étudié ici ou c'est nouveau pour toi, des études au Québec? Oui, c'est nouveau pour moi parce que je suis arrivé en janvier 2024 et j'ai fait mes études au Burkina Faso, mon pays d'origine, en Afrique de l'Ouest. Puis aujourd'hui, on aborde la rédaction, donc c'est sûr qu'au doctorat, tu as tout un projet à écrire, hein? Donc une thèse de doctorat. Puis avant ça, il y a aussi des travaux de très longue haleine, à quoi tu n'étais peut-être pas habitué, j'imagine, là, auparavant. Bon, ce qui va changer ici, c'est le fait de cumuler les études, les travaux liés aux études et puis le travail aussi, activement. Est-ce que tu pourrais nous parler, Adolphe, plus en détail, peut-être des défis que tu as rencontrés, mais dans la sphère de la rédaction, là, spécifiquement? Oui, dans la sphère de la rédaction, il faut dire que j'avais tendance, peut-être j'ai toujours tendance à beaucoup lire. Mm-hmm. Et puis, je fais mon petit écureuil, en fait, à chaque fois que je suis sur une branche, j'ai hâte de découvrir l'autre. Et finalement, j'oublie de cueillir les fruits qui étaient à portée de main. Oui. Et le défi aussi que je pouvais avoir, c'est le fait de devoir planifier le temps, un temps de lecture et un temps d'écriture, même si les deux phases ne sont pas totalement distinctes. Ah oui, c'est clair, hein, parce que tu dois faire comme des allers-retours entre les deux. Des allers-retours. Et puis, j'ai le sentiment que dans mon cas, le temps de lecture prend souvent beaucoup de place. Ah oui, c'est ça. Et si on dit, il y a des rats de bibliothèque, toi, tu es plutôt un écureuil de bibliothèque. Toujours très curieux, hein? Tu veux tout savoir. Oui. Donc, j'imagine aussi que c'est, en fait, dans les suivis qu'on fait, on rencontre souvent cette difficulté-là, c'est-à-dire que la population étudiante en général ne sait pas où s'arrêter, hein, devant toute cette amplitude des textes possibles à lire. On a souvent envie de tout consommer, entre guillemets, puis ça devient difficile de s'arrêter. Donc ça, c'est plutôt, tu sais, le volet lecture, mais ça a un impact évidemment sur la rédaction parce que si tu prends trop de temps dans la lecture ou si tu fais trop d'annotations, finalement, là, tu te retrouves embêté un peu pour la phase de rédaction. Oui, exactement, parce que à un certain moment, je me retrouve face à une montagne de connaissances et il faudrait, faire la synthèse. Alors, devant cette tâche-là qui me semble assez astronomique d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, beaucoup de notes de lecture, quelles sont les stratégies que tu as mises en place finalement pour t'organiser ou faire des choix? Comment tu as fait pour t'en sortir par rapport à ça? Face à ces défis-là, j'avais du mal à m'en sortir parce que j'ai même, de mon côté, essayé des stratégies, mais je n'arrivais pas à remettre en question, en fait, ma façon de fonctionner. Et parfois, on a besoin d'une tierce personne aussi pour avoir du recul, en fait, sur nos habitudes. Et c'est là qu'on m'a parlé des services orthopédagogiques offerts par l'Université de Montréal. Et donc, j'ai demandé, en tout cas, à me faire suivre, à avoir une consultation. Et puis là, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de comprendre les enjeux. Et puis, quand on a une tierce personne qui nomme de manière explicite les enjeux auxquels on est confronté, une professionnelle qui a l'habitude aussi de voir
des gens qui ont les mêmes enjeux. Ça nous permet de nous sentir moins seuls. Et puis, parce que le doctorat, souvent, ou l'expérience académique, c'est parfois solitaire. Et tout à fait. on a tendance à être pris au piège du quotidien, lecture, écriture, examen, nouvelle session qui recommence et tout. Et donc, souvent, on a besoin de briser le cycle. Et moi, je pense que le fait d'avoir eu cette première consultation orthopédagogique, ça m'a transformé. Et puis, ce jour-là, je me disais, mais pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? On m'a permis d'accéder à un outil de travail de planification qui permet vraiment d'organiser ses idées et donc d'orienter sa lecture, de mettre en place une stratégie de lecture orientée vers les idées clés qui peuvent être mobilisées et en même temps aussi que l'on inscrit ces idées dans le tableau, on a le cheminement, en fait, le plan de notre travail. Oui, puis tu me parlais d'un tableau tantôt. Est-ce que tu peux me donner un petit peu plus de détails? Comment tu le structures? Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Oui, disons que dans le tableau, il va y avoir, par exemple, les idées clés qui peuvent être intégrées dans notre plan de développement. OK, donc tu pars de ton plan, de ce que tu veux écrire. Oui. Puis, par rapport à ça, tu te fais différentes catégories, j'imagine. Oui, différentes catégories d'idées, qui vont être hiérarchisées. Par exemple, une idée principale. Oui. Et puis ensuite, les références clés qui peuvent être mobilisées. OK. Et puis ensuite aussi une idée secondaire. Et puis les références, ainsi de suite. OK. Et par rapport à cela aussi, on peut aussi mobiliser des idées qui viennent contredire, par exemple, cette idée principale-là. Je parle en fait de... Dans le fond, les arguments de réfutation des autres auteurs. Oui, voilà, des autres auteurs. Quand on a pu orienter les choses dès le début et qu'on progresse, ça structure mieux nos idées et je pense même qu'au niveau intellectuel, ça permet de s'aérer l'esprit aussi. Ça crée une cohérence, il y a un fil conducteur, en fait, qui facilite les choses. Ça t'empêche de trop dériver aussi. Puis, tu sais, en tout cas, la façon dont je me le représente, c'est que si c'est en tableau, ben ça t'évite d'accumuler énormément de citations parce que tu es quand même limité physiquement par la grandeur de ton tableau. Donc, j'imagine que ça te restreint en quelque sorte. Oui, ça restreint. Alors, tu te fais un tableau dans lequel tu organises les différents thèmes ou les différents aspects que tu vas aborder. Oui. Puis, c'est divisé par idée principale, idée secondaire et c'est connecté à tes citations. Alors là, tu sais, j'essaie de me mettre dans la peau d'un étudiant qui soit au premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, peu importe, puis qu'il y a une rédaction à faire et qui va s'inspirer de ton discours un petit peu. Oui. Une fois que le tableau est fait, qui constitue finalement ton plan, comment tu fais pour passer de ça à ta rédaction? C'est-à-dire, comment tu traduis tes idées clés en phrases ou en paragraphes ou en sections? Au début, je vais me retrouver avec un ensemble de documents que j'ai eu à lire. Oui. Imaginons que j'ai eu à parcourir 4 documents comme ça. Et j'ai vu que, par exemple, le premier document, il y a des idées qui sont très intéressantes avec lesquelles je pourrais commencer mon processus de rédaction. Et donc, sur cette base, dans mon tableau, je vais inscrire cette idée-là. Et ensuite, par rapport aux 3 autres documents que j'ai lus, je vois quelle autre idée pourrait suivre juste après cette idée-là. Alors, voilà. Tu réfléchis à l'enchaînement, des idées. Ça nous permet d'avoir un fil conducteur et puis ça nous aide à mieux structurer notre pensée. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de chercher tellement la phrase parfaite que là, finalement, t'es bloqué et t'arrives pas à écrire? C'est clair. Ça aussi, c'est un élément paralysant. Oui. Il y a une part
artistique aussi dans le processus d'écriture. Et parfois, en formulant nos idées, on peut ne pas être satisfait de ce qu'on a écrit parce qu'on trouve qu'elle ne transcrit pas véritablement toute notre pensée. Oui. Et parfois, on a besoin d'avoir plus de temps pour mieux structurer, dire l'idée. Oui. Et donc, parfois, ce qui m'aide aussi, c'est de marquer des points. Oui, je vais dire d'inscrire des points spécifiques. Par exemple, je veux formuler telle idée et j'ai besoin d'écrire telle phrase et je sais que je veux parler de tel aspect, de tel autre aspect et puis je ne sais pas, je veux parler de la chaleur de la saison estivale. Et puis, je veux parler aussi de l'ambiance des fêtes. Oui. Par exemple, ce sont des exemples. Oui. Donc, il faut aller chercher des mots-clés. Oui, des mots-clés. Et sur la base de ces mots-clés, maintenant, je vois comment je vais formuler une phrase qui puisse faire ressortir tous ces mots-clés-là. Et puis, exprimer ma pensée dans tout ça. OK. Puis ça, tu le fais mentalement ou tu le fais en l'énonçant oralement? Parce que des fois, ça m'arrive de dire aux étudiants, ça peut être une bonne idée d'échanger avec quelqu'un d'autre puis de parler de ton sujet pour trouver comment tu le dirais à l'oral. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais ou c'est plutôt mentalement que ça se passe? Au début, c'était mental. Et en fait, je pense que quand c'est mentalement, ça peut être plus long. Okay. Parce qu'il y a comme une sorte d'enfermement mental. Les idées tournent en boucle. Oui. Et parfois, on n'arrive pas à objectiver. Mais quand on prend la peine d'écrire, par exemple, des mots-clés, par exemple, 3 mots-clés qui vont structurer notre phrase, on peut, Après, il nous reste juste à les coller. C'est un peu comme des morceaux de casse-tête. Oui, c'est un peu comme des morceaux. Et puis voilà, on va trouver un fil qui va rassembler tout ça. Et puis donc c'est un peu ça qui peut aider à débloquer. Mais il y a toujours aussi cet aspect de, on est arrivé à formuler l'idée et peut-être qu'on voudrait qu'elle soit dite avec une certaine élégance. Oui, voilà. Et donc, ça aussi, c'est une autre étape. Et peut-être, dans mon cas, le souci, c'est que j'ai tendance à vouloir avoir la phrase parfaite avant de passer à autre chose. Oui. Et peut-être, je me dis que la stratégie que je vais essayer dorénavant, c'est de laisser l'idée telle qu'elle. Et après, en relisant les paragraphes, voir comment je pourrais améliorer. Okay. Là, ça a plusieurs avantages pour moi. Je perds moins de temps. Ça me permet de faire le tour des idées, de tout ce que je veux dire. Oui. Et puis, par la suite, je peux choisir maintenant de restreindre, d'enlever et puis de mettre cette idée ou celle-là en avant. Et là, c'est beaucoup plus facile, oui. Donc, dans le fond, tu réserves la correction et la révision pour la fin, pour ne pas entraver la fluidité de ton mécanisme de rédaction. Exact. Puis, comme ça, ça se fait comme en 2 temps, finalement. Donc, j'écris d'abord, même si ce n'est pas parfait ou à mon goût ou très, très élégant. Puis ensuite, je repasse le texte. Puis là, plutôt que d'être un explorateur comme l'écureuil, je deviens un juge et je corrige. Ah oui, c'est ça? Oui. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je pense que ça va aider à gagner beaucoup plus de temps. Et parfois, il y a des bienfaits dans la lenteur. Oui. Parce qu'il y a des moments où, en fait, avec cette lenteur-là, j'arrive à trouver des idées auxquelles je n'avais pas pensé et qui peuvent me permettre de changer de direction comme ça. Donc, il y a un intérêt aussi à démarrer le processus rédactionnel un peu d'avance, hein? Parce que si je commence la veille de la remise, je risque de ne pas avoir suffisamment de temps pour décanter mes idées puis peut-être reprendre mes formulations. Oui. Et peut-être, je pense que il y a une autre stratégie à laquelle je n'avais pas pensé et qui pourrait m'aider par la suite,
c'est le fait de prioriser des auteurs clés, comme ça, oui, un peu comme des incontournables. Oui. Okay. Et une fois qu'on a eu à aborder les choses avec à avoir les perspectives de ces auteurs clés-là, maintenant d'élargir un peu pour voir s'il y a des contrepoints, oui, voilà, s'il y a des nuances et tout à aborder, oui, voilà. Donc, de partir d'une base très, très solide, puis ensuite, s'il reste de l'espace, c'est clair, c'est clair, oui. Tout à l'heure, tu nous disais, Adolphe, que devant la masse de citations, ça peut devenir difficile de se retrouver, et même au-delà du fait que tu utilises Zotero. Oui. Zotero et EndNote sont 2 logiciels de gestion des références bibliographiques permettant de collecter et d'organiser des sources. Si, comme Adolphe, vous êtes intéressé à les utiliser, vous pouvez retrouver plus amples informations sur le site des bibliothèques de l'université. Est-ce que tu as trouvé des solutions peut-être pour t'aider à classer tes citations, outre le fait là, que tu utilises un tableau? Oui, j'ai découvert un logiciel, Zotero BetterNote. C'est une extension qu'on installe dans Zotero et qui permet d'organiser ses notes. Et donc, cette extension-là, elle a aussi des fonctionnalités au niveau de l'écriture. Ça te permet de faire un plan et puis, sur la base de ce plan, on peut déjà ranger les idées que l'on trouve au niveau de Zotero. OK. Donc, pour chaque lecture, on a une fiche en fait, de lecture dans Zotero BetterNote. Et ce que ça a facilité déjà, c'est que j'avais du mal en fait à avoir des fenêtres parallèles, ouvrir Zotero et puis ouvrir Word et tout ça. Souvent, c'est pas pratique. Mais avec Zotero BetterNote, ce qui est avantageux, c'est qu'il y a une petite colonne qui s'ouvre en même temps juste à côté dans l'interface de Zotero, dans la fenêtre de Zotero, et ce qui facilitait la transition entre les deux espaces. Et donc, une fois que j'ai accumulé, en fait, imaginons que j'ai eu à lire 4 auteurs, et puis donc chaque article de chaque auteur a sa fiche BetterNote avec son plan. Et à partir de cette étape-là, je peux repérer des idées clés maintenant que je pourrais inscrire dans mon tableau parce qu'il y a à la fois des points de convergence et aussi des points de divergence. Et en même temps aussi, j'ai le fil des arguments. Et puis, dans le plan, en fait, au niveau de BetterNote, j'ai la possibilité aussi d'inscrire aussi les limites que j'ai identifiées dans chacun de ces articles. Okay. Donc, ce qui fait que ça nourrit déjà la réflexion. Cette extension-là, finalement, favorise ton organisation des citations. Puis tu as l'air aussi assez habile avec la technologie. Ça m'amène à une question, Adolphe. Est-ce que tu as vécu... en fait, comment tu t'es adapté par rapport à l'avènement de l'intelligence artificielle générative qui prend beaucoup de place dans les études? En fait, la recherche nous dit que environ 85% des étudiants et étudiantes l'utilisent. Est-ce que c'est quelque chose que tu as testé? Puis de quelle façon tu l'utilises, si tu le fais? Disons que j'en entendais parler et puis je ne l'utilisais pas. Disons que c'est cette année j'ai commencé à l'utiliser et j'ai trouvé que ça a énormément de points forts. Ah oui. Ça peut vraiment aider souvent à repérer des documents. Une fois que l'on a repéré un document aussi, demander un certain résumé aussi, orienté selon des besoins spécifiques. Okay. Par exemple, on sait que dans les articles ou les ouvrages, il y a bien sûr déjà un résumé existant, mais nous, dans notre propre recherche, on peut avoir des questions spécifiques liées à des concepts qui peuvent être dans le document ou dans l'article, mais qui ne ressortent pas clairement dans le résumé à la base, qui est un peu généraliste dans une certaine mesure. Au fond, c'est comme si tu orientais tes questions en lien avec ton intention d'écriture. Oui, avec l'intention d'écriture. Et par la suite,
on peut maintenant aller voir le document pour s'assurer de la véracité de l'information aussi, et puis faire sa propre lecture. Oui. Parce que souvent, ce qu'on oublie en fait en utilisant l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ne nous dit que ce qu'on a voulu lui faire entendre. Absolument. Ouais. Et alors que, en fait, si on lit le document nous-mêmes, il y a des idées auxquelles nous-mêmes on n'avait pas pensé et qui peuvent nous aider à orienter notre intention d'écriture. Donc, si on se base en fait sur les idées premières en fait que nous avons et que l'intelligence artificielle nous communique, parfois on peut ne pas accéder à des informations clés qui pourraient nous servir dans notre processus de recherche. Ça, c'est de un. Et de deux aussi, je me suis rendu compte que parfois l'intelligence artificielle peut générer de fausses idées. Ah oui, c'est ça. Des idées parfaitement articulées, agencées et qui répondent à notre besoin premier, mais qui n'existent pas. Exact. Et qui n'existent pas. Je me souviens que j'ai passé environ 1 heure de temps comme ça à chercher des références qu'il m'avait proposées dans les bibliothèques et autres en ligne, en vain. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une invention. Oui, voilà. Et donc... oui, ça m'est arrivé aussi. et donc, là, ce jour-là, je lui ai écrit et puis je dis non, mais ce que tu as proposé, ça n'existe pas du tout. Et oui. Il s'est excusé. Il s'est excusé, comme d'habitude. Je dis, il ne faut pas recommencer, parce que si... Il t'a envoyé chercher des bananes au lieu des cacahuètes. Oui, il m'a envoyé chercher des bananes au lieu des cacahuètes. J'ai dit non, il ne faut pas t'excuser comme ça parce que le jour où l'université va me reprocher quelque chose, je vais dire, c'est toi. Une façon de rigoler. Oui. On a toujours... il faut qu'il y ait toujours, en fait, cette intégrité intellectuelle. Plusieurs ressources sont mises à votre disposition pour vous accompagner et vous soutenir dans une utilisation éthique et réfléchie de l'intelligence artificielle. La page de l'intégrité de l'Université de Montréal en est un exemple. De plus, l'équipe d'orthopédagogie offre des ateliers spécifiquement sur le sujet. Vous pouvez retrouver les liens vers ces ressources dans le descriptif de l'épisode. Ce que j'ai remarqué avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle a tendance à déshumaniser aussi le contenu quelque part avec des formules toutes faites. Ouais, c'est très général. Oui, qui peuvent être assez robotiques, là, et parfois on a besoin de garder un certain naturel. Et oui, de donner sa couleur, sa personnalité. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi qui nous rend fiers de notre travail. Ben oui, absolument. Oui. C'est toi qui es rédigé, là, tu te sens pas mal plus fier de ton résultat. Parlant des résultats ou des retombées, Adolphe, toutes les stratégies que tu as mises en place, que tu nous as racontées au fil de l'épisode, j'imagine que ça a porté fruit. Ça m'a allégé la tâche. J'ai moins de charge mentale, et justement parce que je n'ai plus à mobiliser des idées que j'ai surtout retenues dans ma tête. Oui. Mais j'ai pu les externaliser, les extérioriser et puis les mettre sur papier. Et donc, c'est le papier qui a la charge, qui a cette charge mentale là, et non moi quelque part. Cette charge, du moins, oui. C'est vraiment intéressant, Adolphe, parce que tu nous rappelles à quel point être aux études, c'est fournir beaucoup d'efforts. Oui. C'est contribuer à une communauté, finalement. Puis, parlant de contribution, on est vraiment très heureuse que tu aies contribué à notre émission aujourd'hui. Je suis certaine que la population étudiante va se retrouver dans ton discours puis va se sentir encouragée parce que les défis que tu as vécus sont partagés aussi par d'autres étudiants et étudiantes. Alors, j'ai trouvé ça formidable de t'écouter nous partager tes stratégies. Puis, je te remercie énormément pour ta participation. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter.
On espère que vous avez trouvé une stratégie ou une astuce à tester dans le cadre de vos études. On se retrouve au prochain épisode qui abordera les stratégies de prise de notes. Ne manquez pas ça!